Salut les amis, je vous emmène cette semaine à la Japan Expo. Je me suis fait accréditer pour l'événement et vous allez voir qu'en fait cette accréditation ne sert pas à grand chose puisque l'organisation est un véritable calvaire. Donc c'est pas grave, on va se contenter de ce que l'on peut faire aux alentours. On va visiter un peu les stands, on va voir un artiste exceptionnel pour lequel je suis venu qui s'appelle Tetsuya Komuro. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. Bon les amis, aujourd'hui donc on est à la Japan Expo, petite accréditation pour vous emmener un peu dans les coulisses. La Japan Expo, ça a bien changé. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront des tout débuts des premières conventions d'animation japonaise en France. Ça se passait à Paris, à côté de la gare d'Austerlitz. Et pour ceux qui se souviennent, vous vous souvenez que c'était même au premier étage du magasin Saint-Maclou à l'époque. C'était un petit coin accordé à l'animation japonaise durant le salon de la bande dessinée. Donc ça a bien changé. Dans les années 90, il y a eu petit à petit cette explosion de l'animation japonaise. C'est à savoir que donc moi je suis un des tout premiers, on va dire aficionados de l'animation japonaise et des mangas. Et à l'époque, les mangas, on ne les trouvait quasiment pas. Il n'y avait pas Tonkam, il n'y avait pas Madoka, il n'y avait pas ces boutiques-là. Il fallait les trouver avec quelques rares boutiques. Notamment dans le 13e à Paris, dans les quartiers chinois, comme la célèbre petite boutique Musica. Il fallait aussi aller à Onde et bien sûr à Junku Doshoten, la librairie Junku située à Paris, à Pyramide. Eh bien, c'était les seuls moyens pour se procurer des mangas qui à l'époque n'étaient que en japonais et écrits que en japonais. Donc j'ai chez moi quelques collections de mangas, de premières éditions de mangas à l'époque où ils sortaient dans les années 80. Je suis né en 76, donc j'ai baigné dans cette culture manga. J'y allais assez tôt avec des grandes sœurs et des copains. Et donc automatiquement, j'ai pu connaître en fait cette bascule du manga entre ce moment où Tonkam est arrivé et a commencé à être les premiers, en fait la première maison d'édition à traduire en français des mangas. Et puis on a connu après cette espèce d'énorme explosion culturelle qui est devenue l'animation japonaise en France et surtout beaucoup d'éditeurs, de très gros éditeurs, s'y sont mis parce qu'ils se sont rendus compte que le marché est simplement colossal. Donc les premières conventions, alors c'était pas les seules, il y en a eu beaucoup d'autres qui se sont succédés, c'était les seuls endroits où on pouvait trouver des mangas, des artbooks japonais, des laserdiscs, des cassettes vidéo. À l'époque, évidemment, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne pourront pas connaître parce qu'il n'y avait même pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc le seul endroit où on pouvait vraiment se documenter, prendre des contacts, échanger des cassettes pirates avec des copies de vidéos, souvent sous-titrées chinois, eh bien c'était dans ces conventions. Donc on a eu pendant pas mal de temps des stands exclusifs avec des artbooks qui étaient importés du Japon, avec des Blu-ray, des DVD qui étaient importés du Japon, parfois même que en japonais. Et on a vu quelques petites exclusivités. Il faut savoir que les produits japonais, c'est souvent des produits un peu exclusifs, très bien packagés, absolument magnifiques et qui coûtent quand même très cher. Et pareil, pour ceux qui se souviennent un petit peu des années 90-2000, eh bien à cette époque-là, il y avait donc ces boutiques japonaises qui vendaient des produits purement japonais et a commencé à apparaître dans les grandes villes de France des boutiques qui vendaient des copies. C'est ce qu'on appelait les CD SM, de l'éditeur SM chinois, qui prenait les CD japonais les plus populaires, notamment dans l'animation et dans l'industrie musicale, et qui en faisait des copies. Alors on les touchait à l'époque, l'équivalent c'était une dizaine d'euros. On avait une copie d'un CD qui coûtait parfois 40 ou 50 euros. À l'époque à Onde, quand on est à Onde, à Trocadéro, bien avant l'avènement des boutiques comme Tonkam et Madoka, un CD japonais c'était 40-50 euros, l'équivalent de 50 euros. On était au moins à 500 francs pour les plus coûteux. J'avais un CD de Versailles Nobara qui avait coûté à l'époque 450 francs, pour vous dire à quel point c'était quand même très cher. Avec, on va dire, l'avènement de la copie, et notamment de la copie chinoise, on a eu beaucoup de produits qui étaient beaucoup moins chers, mais aussi beaucoup plus moches, parce qu'on n'avait pas le packaging, on n'avait pas tout ça. Mais ça a créé quelque chose, ça a créé le monde d'un peu de l'industrialisation et de la copie. Et donc petit à petit, les conventions d'animation japonaise se sont modifiées et sont devenues de plus en plus des événements ou des boutiques de copie, des stands finalement un peu copier-coller
ont commencé à apparaître comme des champignons, on pousse, et petit à petit, la véritable, on va dire, œuvre japonaise, que ce soit de l'animation ou de l'industrie musicale, a disparu. Parce qu'elle est un peu plus élitiste, elle est un peu plus coûteuse, et finalement, ici, à la Japan Expo, de nos jours, on a un stand, et puis à côté on a le même stand, et puis à côté on a le même stand, et puis à côté on a le même stand, qui va vendre soit du kimono, des copies de kimono, soit des copies d'armes de manga, soit des maquettes, soit des t-shirts imprimés ou simplement des tirages imprimés encadrés vendus une trentaine d'euros. Donc on va dire que la Japan Expo est aujourd'hui tout sauf japonaise, puisque tout ce que vous pouvez voir autour de vous, ici autour de moi, non seulement c'est achetable sur internet, mais aussi sur des sites à pas cher. C'est tous les produits que vous avez là, que ce soit sur des Shine, sur des Wish, vous avez exactement la même chose pour quelques euros, et la plupart des produits qui sont présentés ici, j'ai même envie de dire 99,9% de ce qui m'entoure, ne vient tout simplement pas du Japon. Donc oui, il y a une explosion de la K-pop, il y a une explosion de beaucoup de cosplay aussi, on peut voir autour de moi, mais je trouve que l'identité de la Japan Expo c'est quand même énormément effritée. Bon les amis, je vous le disais avant, il y avait vraiment les boutiques purement japonaises. Aujourd'hui, vous voyez, de ce côté-là, on a une boutique qui vend des faux sabres de manga en carton et en plastique. De l'autre côté, j'ai une boutique qui vend des faux sabres en carton et en plastique tirés de manga, donc des choses à exposer et surtout pas avec lesquels on peut pratiquer bien évidemment puisqu'ils sont une quarantaine d'euros. Mais si j'avance un tout petit peu dans la Japan Expo, vous allez pouvoir voir ici une boutique qui vend des faux sabres coréens ou chinois ou japonais tirés de manga. Mais si je me tourne, vous voyez que derrière moi j'ai une boutique qui vend des faux sabres aussi. Donc c'est toujours la même, exactement la même typologie de produits d'un stand à l'autre. Regardez, je me retourne de ce côté là et j'ai quoi au fond? Une boutique qui vend des faux sabres aussi et des t-shirts et des faux kimonos. Donc en fait, on a vraiment perdu tout ce qu'il y a de plus japonais à la Japan Expo. Alors quand je vous dis que la Japan Expo n'a malheureusement plus grand chose de japonais, je suis juste devant le stand Celio, carrément Celio, la marque de fringues. En se promenant un peu, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'on peut attraper comme stand à la Paris Games Week, puisqu'il y a tous les industries du jeu vidéo qui sont là pour présenter leurs jeux vidéo. On a tout ce qu'on trouve évidemment à Paris Manga. Et on a plein d'autres stands qui en fait n'ont pas grand chose à faire ici, comme des stands de nougat, comme des stands de fruits, comme voilà, des choses comme ça. Alors pourquoi pas, c'est sympa, ils ont le droit de venir exposer. Le problème c'est que tous ces stands là nous éloignent toujours un peu plus du fondamental japonais. Alors j'ai été un tout petit peu mauvaise langue tout à l'heure, j'ai trouvé dans cette Japan Expo un stand, oui un stand qui vend des produits qui viennent du Japon, certifiés du Japon, des produits d'occasion forcément, puisqu'on est sur le stand Jump. Pour ceux qui connaissent un peu l'industrie du manga, Jump Comics, c'est toute une histoire, c'est un pan entier de l'histoire de l'animation et du manga. Donc je suis avec, votre prénom? Florian. Florian, et Florian va nous montrer quelques pièces exceptionnelles qu'il vend ici sur le salon, et notamment des pièces particulièrement anciennes. Tout à fait. Alors les plus anciennes qu'on a, c'est du Yurei Yatsura, c'est la maman de Ranma et Demi. C'est des numéros de 81, donc c'est des numéros qui ont plus de 40 ans. Vous voyez qu'ils sont en très très bon état. Très belle conservation, donc ça c'est des numéros qui sont très prisés. On en avait une petite quinzaine, il nous en reste à peu près 5-6 en fin de convention, donc c'est pas illogique. Et pas si cher pour le coup, vu la date, ils sont une trentaine d'euros. Ils sont très accessibles. Extrêmement accessibles, ouais. Tout à fait. Après les numéros phares d'aujourd'hui, c'est bien évidemment du One Piece avec le One Piece Gear 5 qui est très très prisé depuis le début du salon. On a aussi du Jujutsu qui arrive à son terme, mais aussi du My Hero, c'est des beaux numéros, c'est des numéros à 20 €. Alors les carnets de l'apothicaire sont très appréciés aussi parce que c'est des numéros qui sont visuellement très beaux avec des petits goodies qui peuvent accompagner les objets.
Donc ça c'est les produits phares et puis après on a les objets ultra collector. Alors là, alors je vous laisse me montrer parce que j'ai vu, alors il y a des tarifs qui décollent un peu, mais c'est exceptionnel. Alors, il faut bien expliquer ce que c'est en fait. C'est des premiers chapitres de très grosses séries. Là on a le premier chapitre de Death Note. Donc effectivement c'est des objets qui sont ultra collector, qui sont parmi les 20 Shonen Jump qui sont les plus chers qui existent. Alors il y en a des dizaines de milliers, hein, mais ça fait partie des plus beaux. On a le premier Death Note ici. Alors celui-ci est quand même affiché à 500 €, pour vous dire qu'il y a quand même... En sachant qu'on avait le premier Naruto qui fait partie des 3 plus chers qui existent jusqu'à vendredi, et c'est un numéro qui est parti à 800 €. Mais c'est des numéros qui ne perdent pas de valeur. Ah, effectivement, de valeur, ça c'est sûr. Pour les plus chers qui existent, il faut compter un SMIC pour le premier Naruto et le premier Dragon Ball. Mais c'est le top des objets de collection actuellement. Après on a d'autres numéros qui peuvent être des beaux numéros. On a de Dragon Ball aussi, de très belles covers qui sont des top séries. On a des premiers numéros aussi de My Hero. De l'autre côté on va aussi avoir des Jump affichés à 150 €. Aussi des premiers numéros de Bleach. Effectivement, oui. on est dans ces... On est encore à 500 € effectivement, mais Bleach... On a aussi... La boutique, vous la retrouverez dans les liens juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas, ça fait plaisir d'être au cœur du Japon. Et bah c'est gentil, merci beaucoup. Bonne continuation. Alors je me suis arrêté sur un stand un peu particulier, c'est un peu la brocante japonaise, on y trouve des vinyles, on y trouve des objets et on y trouve des kokeshi. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à bien regarder cet été la chaîne puisque j'ai été dans une galerie à Rouen spécialisée dans les kokeshi et ça va être l'objet d'un des prochains tutos de voyage parmi les galeries et les marchands d'art. On va voir comment sont fabriqués les kokeshi et en fait ce que c'est, ce qu'elles représentent. Et comment elles sont un petit peu vendues en France ici. Donc c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a de très vieilles pièces. On est vraiment sur une petite brocante avec un peu comme ce qu'on aurait à Kyoto autour du mois de mai, autour de l'Enbu Taikai. On a des petites pièces comme ça et on a ici, si vous connaissez aussi un petit peu les vêtements traditionnels japonais, on a des yukata et on a des jinbei. Voilà, on a des yukata d'un côté, on a des jinbei de l'autre. Avec ce qu'on pourrait trouver, alors on est un peu sur ce qu'on pourrait trouver d'un point de vue touristique à Asakusa par exemple, mais on a des produits plutôt sympathiques. Est-ce qu'il y a un prix dessus? Ça va être intéressant. On est autour de 50 €, 80 €. C'est un peu ce qu'on paierait à Asakusa dans une boutique touristique, mais c'est assez rafraîchissant d'avoir aussi un petit stand qui nous rappelle le Japon au cœur de la Japan Expo. Bon alors bien sûr, à la Japan Expo, si j'ai fait le déplacement, c'est pour le pôle Budo. Vous vous doutez bien, sur la chaîne Karate World, on parle de karaté, on parle de fédération. Je suis avec... Lucas Hoffman. Franck Anouane. Makamata Dani. Alors, Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ici, votre programme, depuis 4 jours? J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à passer ici, vous vous relayez. Comment ça se passe quand on a un stand fédéral au sein de la Japan Expo? Alors avec Franck, Dany et moi-même, on est là sur le stand de la FFK, donc on représente la fédération et l'équipe de France. Et donc notre journée, elle est divisée entre accueillir les gens, donner des informations, partager le QR code qui leur permet de trouver des clubs proches de chez eux, et puis aussi de faire à la fois des démonstrations et puis des initiations. Donc on sort les cibles, on a des kimonos à donner aux plus jeunes, et puis on leur montre des techniques de karaté, puis on leur partage notre passion. On a 3 démonstrations par jour, et puis on tourne sur les tatamis qui sont présents ici. Quand vous faites des initiations, ça se passe comment? Alors généralement, ce qu'on fait, c'est que Franck et moi, on commence avec des démonstrations de kata afin d'attirer du monde et de montrer vraiment
le côté compétition qu'on peut proposer. Et puis après ça, on propose aux jeunes de monter sur les tatamis et puis de venir pratiquer avec nous sur les cibles. On leur montre à la fois des mouvements de kion, des allers-retours, etc. Et puis après, Dany leur partage un peu de comité aussi avec du travail sur cible, des techniques de poing et de jambes. Super, merci beaucoup. À tout à l'heure sur les tatamis. À tout à l'heure. Alors, point de vue arts martiaux à la Japan Expo, il y a un espace de ce côté-là, il y a un espace de ce côté-là, un espace juste devant moi où a donc fait sa démonstration la fédération de karaté. Pour ceux qui suivent la chaîne, pour ceux qui suivent mon actu pour le coup, vous le savez, d'habitude c'est pas la Japan Expo que je démontre, mais c'est plutôt à Paris Manga. On a été sollicité une paire de fois avec les amis du club, les amis du dojo, pour représenter le karaté à Paris Manga, donc faire démonstration et initiation. Paris Manga, c'est un peu une Japan Expo, mais en beaucoup plus petit pour le coup, et puis sans autant d'invités prestigieux. Mais voilà, la mécanique en tout cas de la préparation, de la démonstration, de l'initiation est un petit peu la même. Ici on a donc, on a vu du Shambara, on a vu de la Naginata, on a vu du Iaido, on a vu des arts martiaux vietnamiens. Et on a donc toutes les fédérations qui sont alignées de ce côté-là, elles sont représentées, hein, la fédération de judo, la fédération de karaté. Et donc ça permet aussi de faire découvrir cette facette du Japon à toutes les personnes qui viennent à la Japan Expo. Alors les amis, comme je le disais dans la petite introduction de cette vidéo, on va parler des accréditations. C'est quelque chose pour les professionnels qui est coriace à la Japan Expo de tenter de travailler correctement, parce que déjà beaucoup d'informations sont contradictoires, sont tardives et voire carrément manquantes. Je ne suis pas le seul à m'en faire la remarque. Durant le concert de Tetsuya Komuro, c'était déjà le cas avec la presse qui ne savait pas si elle pouvait filmer, ne pouvait pas filmer, ou elle pouvait s'installer, si elle pouvait se déplacer.
Donc tout ça mis bout à bout, c'est assez compliqué. D'ailleurs, pour se faire accréditer dans ce genre d'événement, il y a deux phases principales. La première phase, c'est lorsque vous devez valider votre identité professionnelle par un pôle d'identification. Et lorsque cette phase est validée, vous avez enfin votre accréditation. Mais cette accréditation ne donne pas le droit à tout. Par exemple, ne donne pas le droit à faire des dédicaces. Donc le système des dédicaces est très particulier ici à la Japan Expo. Il y a certains tirages au sort, d'autres ici comme moi pour ce matin Tetsuya Komuro. Vous avez remarqué peut-être que je travaille un gros sac avec moi, c'est un synthétiseur. Eh bien je voulais le faire dédicacer par Tetsuya Komuro. Je suis venu en fait à la Japan Expo exprès pour lui. Et bien c'était pas possible tout simplement parce que même si je suis arrivé le premier, parce que premier arrivé, premier service, c'est ce qui était en tout cas la promesse du programme, eh bien il fallait quand même faire une petite démarche par le biais de l'application pour transformer son billet en bon de dédicace. Enfin bref, tout a été pris. Les Japonais ont validé une soixantaine de dédicaces et pas plus. Donc je suis arrivé trop tard pour le coup. C'est tout un système, en tout cas, qui est assez compliqué à comprendre et à gérer quand on n'a pas l'habitude de venir à la Japan Expo. Alors cette accréditation donne quand même le droit d'accéder au point presse professionnel de la Japan Expo. J'y étais pour pouvoir participer à la conférence de presse de Tetsuya Komuro, mais une conférence qui a été validée en amont par les Japonais, donc je n'ai pas pu non plus mon accès, comme quoi, comme je vous le disais, cette accréditation ne m'a pas énormément servi aujourd'hui. C'est pas grave, on va aller direction le concert de Tetsuya Komuro et cette fois, je vais avoir le droit de filmer. Bon les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite immersion au cœur de la Japan Expo 2024 qui se finit ce dimanche 14 juillet. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à lundi prochain. Ciao!